Bonjour à tous. Élection législative 2024. Emmanuel Macron, en date du 9 juin de cette année, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors je ne reviendrai plus sur cette dissolution, si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Ce qui est fait, ce sera aux historiens d'en décider, d'en débattre. Pour l'heure, ce qui compte pour nous électeurs, citoyens, c'est de voter. C'est de faire un choix. Mais surtout, ce qui compte, c'est de savoir ce que cette élection peut nous apporter, ce qu'elle peut apporter à la France. Alors nous avons trois blocs principaux. Donc le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Nous avons le Front populaire, dirigé par on ne sait pas. Et nous avons le camp présidentiel, l'arc républicain, comme lui-même s'est appelé, donc Ensemble pour la République, donc un mouvement qui va du centre-gauche au centre-droit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette élection? Le problème, c'est que cette élection, elle est franchement pas très démocratique déjà, parce que il n'a pas été possible de s'inscrire à cette élection après la dissolution de l'Assemblée. Donc moi, ça me semble un peu fort du café qu'on puisse pas s'inscrire à une élection. Donc si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on devrait avoir le droit de s'inscrire à des élections quand elles sont décidées, quand elles doivent avoir lieu. Alors c'est sûr, donc il y a un délai à respecter, certes, mais bon, mais je trouve pas ça très normal qu'on refuse aux gens de s'inscrire sur la liste électorale alors qu'une élection a été décidée. On pouvait pas le savoir à l'avance. Donc moi, je trouve pas ça très démocratique, personnellement. Ensuite, la campagne électorale est brève, hein, donc c'est 3 semaines dans les faits, donc 2 semaines, même pas officiellement, puisque donc les listes des candidats donc ont été enregistrées définitivement donc en date du 16 juin à 18 h. Donc la campagne officielle a commencé le 17 juin, donc ça laisse 12 jours de campagne, donc un jour de silence électoral et puis premier tour des élections en date du 30 juin, ensuite deuxième tour en date du 7 juillet. Donc campagne électorale très brève, bon moi ça me semble pas très démocratique, mais bon, on refera pas l'histoire, c'est fait, c'est fait. Maintenant, on peut se poser la question de savoir ce qui va nous arriver après cette élection, puisque nous avons pas mal de commentaires, nous avons pas mal de lanceurs d'alerte, donc les gens qui nous disent de voter contre les extrêmes, etc., etc. Alors, moi, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, j'essaie de garder la tête froide, hein, quand même. Et je ne fais pas cet enregistrement pour soutenir qui que ce soit. Bon, moi, je ne fais pas la campagne électorale. Moi, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez voter. Surtout qu'en fin de compte, cette élection, si on se pose la question qu'est-ce qu'elle va nous apporter, bien la réponse c'est rien du tout. C'est-à-dire que cette élection parlementaire, anticipée, pour moi est un hors-sujet total. Et en fin de compte, la France, c'est une assemblée constituante qu'elle a besoin, pas d'une nouvelle assemblée parlementaire. Et cette élection-là, on va se réveiller le 8 juillet dans le même pays dans lequel on s'est endormi le 7 juillet. Donc cette élection-là, elle ne changera rien du tout. J'y reviendrai. Mais tout simplement, donc, il y a pas mal de lanceurs d'alerte qui nous disent de voter contre les extrêmes. Mais effectivement, il faudrait décortiquer un peu les programmes parce qu'on est dans une campagne électorale qui est très émotionnelle. D'ailleurs, donc, les émotions, c'est l'une des caractéristiques de la politique moderne. Hein. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne s'intéresse plus du tout à ce que les candidats ont à dire. On s'intéresse au style, donc c'est ce qu'on appelle du Trumpisme. Hein. Donc le TikTok, le Facebook, les réseaux sociaux, il suffit de dire 2-3 énormités pour faire le buzz sur Internet et c'est comme ça qu'on fait une campagne. Et c'est fort dommage parce que si on passait un peu au-dessus des TikTok et des Facebook et des X, etc., etc., je parle de la plateforme X, on se rendrait compte qu'en fin de compte, les programmes des partis qui sont en course, c'est des programmes qui sont complètement à l'ouest. Et on peut voir que finalement, les partis font des hors-sujets total, ce qui pour moi m'amène à dire que cette élection, il n'y a aucun enjeu en fin de compte et que ça ne changera vraiment rien pour le pays. Alors, décortiquons un petit peu les programmes, hein, vite fait, puisque bon, après, c'est à chacun de se donner la peine de décortiquer un programme. Hein. Bon, pour moi, si on vote, il faut quand même se rendre compte un peu de pourquoi on vote. Donc ça, c'est quand même bien de s'intéresser personnellement à ce que disent les candidats. Mais prenons les trois blocs principaux. Donc commençons par le RN, puisque c'est le RN qui fait la course en tête dans les sondages. Moi, personnellement, j'ai un souci avec le RN, c'est qu'en fin de compte, je ne sais pas pourquoi je vais voter. Si je vote RN, j'ai l'impression que ce qu'on me demande, c'est de voter d'abord et de voir ensuite.
Parce que on a donc la famille Le Pen, donc on a Jean-Marie Le Pen, et là clairement donc ces discours quasi fascistes ne font pas, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Hein. Quelqu'un qui estime que la Shoah c'est un détail de l'histoire, bon c'est scandaleux, voilà, ça mérite même pas de commentaires tellement c'est scandaleux. Mais bon, on peut pas non plus faire porter le chapeau à la fille pour ce qu'a fait le père. Donc Marine Le Pen, bon, force est quand même de constater que c'est un autre genre de politique. Donc c'est compliqué d'associer Marine Le Pen à son père, même si elle fait partie de cette famille. Donc moi, je cautionne pas hein, les gens qui traitent Marine Le Pen de facho, parce que moi, personnellement, je connais pas de déclaration de Marine Le Pen qu'on pourrait considérer comme une déclaration fasciste. Alors, je l'ai jamais entendu soutenir la Shoah, je l'ai jamais entendu soutenir l'Allemagne nazie, je l'ai jamais entendu faire l'apologie d'Hitler. Donc, non, pour moi, traiter Marine Le Pen de fasciste, c'est pas justifié. Maintenant, effectivement, il y a des prises de position qui peuvent porter à controverse, hein, notamment Marine Le Pen qui essaie un peu de dédouaner la France de la collaboration en estimant que Vichy, c'était pas la France. Eh bien non, ça c'est une énormité historique. Hein. On peut quand même rappeler à Marine Le Pen que si le régime de Vichy a existé, c'est bien parce que, en date du 16 juillet de 1940, le Parlement français a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc, le gouvernement de Vichy et le régime de Vichy et le gouvernement de Vichy, c'était la France. Hein. C'était donc il y a pas à en discuter. C'est De Gaulle qui n'était pas la France à l'époque. C'est De Gaulle qui s'était autoproclamé représenter la France libre alors qu'il n'avait absolument aucune légitimité à l'époque. Mais bon, il faut quand même bien garder l'histoire dans l'histoire et garder le contexte. Donc non, Vichy c'était la France, point barre, voilà. Donc il y a des positions de Marine Le Pen qui sont pas tenables. Mais voilà, ça, ce sont des déclarations. Le problème que j'ai, moi, avec Marine Le Pen, c'est qu'en fin de compte, je ne sais pas ce qu'elle représente aujourd'hui. Parce que, donc, d'abord, elle était contre l'intégration européenne de la France. Donc, elle voulait la sortie de la France de la zone euro, de la zone Schengen, de l'Union européenne. Maintenant, apparemment, elle fait marche arrière. Donc moi, voter RN aujourd'hui, c'est d'abord voter, voir ensuite, et ce genre de stratégie, ça ne me plaît pas des masses. Donc non, je n'adhère pas. Moi, le problème que j'ai, c'est que quand je ne sais pas pourquoi je vote, je ne vote pas, et je ne prends pas la stratégie de dire, voilà, on tente le coup. Non, moi, je tente pas le coup, parce que je connais l'exemple de la Pologne, où les gens ont tenté le coup, ils ont élu un gouvernement de droite, de droite extrême, voire de droite extrême. Je parle de l'époque où la droite unie était au pouvoir, donc dirigée par Jarosław Kaczyński, et c'était aussi un vote de protestation contre les dirigeants de l'époque, donc le gouvernement de Donald Tusk et la coalition civique et le parti agrarien. On a vu ce que ça avait donné. Hein. Donc le droit et justice, le parti droit et justice a essayé de faire une révolution, quasi une révolution en Pologne. Ils se sont débarrassés de tous les cadres, ils ont nommé dans toutes les administrations de l'État des gens complètement incompétents. Et ça a donné ce que ça a donné, donc fort heureusement ils ont perdu le pouvoir. Maintenant ça va mettre des années pour réparer ce qu'ils ont réussi à détruire, voilà. Donc le problème moi du RN c'est que je vois pas trop qui intégrerait leur gouvernement. L'impression que j'ai c'est qu'ils ont pas trop de cadres, ils ont même pas trop de vision d'ensemble de comment diriger un pays. Ils ont un programme très électoraliste, apparemment ils font marche arrière sur pas mal de choses, donc moi non, je vote pas RN. Parce que, pour moi, voter d'abord pour voir ensuite, non, non, je ne cautionne pas, donc je ne vote pas. Voilà, je ne voterai pas RN. Je ne voterai pas RN, c'est sûr, mais je ne voterai pas non plus le Front Populaire. Pourquoi? Parce que, pour moi, donc, quand on me dit voter contre les extrêmes, voter contre Marine Le Pen, ok, d'accord, mais moi, ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon, sur bien des aspects, est bien plus extrême que Marine Le Pen. Donc moi, voter pour un bloc politique où il y a Jean-Luc Mélenchon dedans, non, c'est hors de question. Enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon qui a tenu des propos scandaleux, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur Israël. Enfin, bon, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, le scandale, c'est son fonds de commerce. On va même pas, c'est même pas la peine de commenter ce personnage qui ne m'est pas très cher. Non, si on dit que le RN est un bloc extrême, le Front Populaire n'en est pas moins extrême. Alors, si l'on prend les propositions économiques du Front Populaire, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces gens ont consulté leurs propositions avec des économistes ou alors même avec quelqu'un
qui a des bases, des notions de base en économie, ou est-ce qu'ils prennent juste les gens pour des cons? Parce que enfin, je veux dire, moi, quand j'entends quelqu'un qui me promet d'augmenter le SMIC à 1600 €, quelqu'un qui promet d'augmenter les appels de 10%, d'augmenter toutes les locations de 10%, de mettre l'AH, donc l'allocation adulte handicapé au niveau du SMIC, d'autres j'en passe. Je lui pose une question toute simple, c'est avec quoi il va financer tout ça? Parce que bon, je vais peut-être quand même rappeler au Front Populaire que la France aujourd'hui est endettée à hauteur de 120% de son PIB. Voilà, donc la question que je pose moi, c'est où le Front Populaire va trouver l'argent pour financer toutes ces promesses de campagne, où le Front Populaire va trouver l'argent pour financer 1/100 de ces promesses de campagne, je ne vois pas trop. Donc oui, c'est bien joli de promettre des choses, mais comment dire, ensuite, la réalité vérifie les promesses. Il y a une expression en Pologne qui dit personne ne te donnera jamais autant qu'un politicien peut te promettre, donc non, il est hors de question que je vote pour ce genre de démagogie nuisible, parce que pour moi, c'est nuisible, c'est une démagogie qui est clairement nuisible, parce qu'on fait croire aux gens des choses qui sont complètement pas vraies. Et pour moi, c'est une démarche bon, qui d'une part est anti-républicaine, qui en plus est nuisible, et puis surtout c'est anti-français, puisque bon, c'est créer du trouble pour rien. Donc non, le programme économique du Front Populaire, non merci, je passe. Ensuite, nous avons Ensemble, voilà, alors qu'est-ce que c'est? Bon, Ensemble, c'est le bloc présidentiel, donc oui, bon, il y a des idées qui sont je dirais pas désintéressantes, hein. Par exemple, l'idée d'exonérer de frais de notaire les primo-acquéreurs, les primo-accédants au logement. Oui, c'est bien. La question qu'il faut se poser aussi, c'est qui aujourd'hui, dans la tranche d'âge 20-40 ans, a les moyens de s'acheter un logement. Les gens, aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de se louer un logement. Alors, acheter un logement, voilà. Donc, oui, donc, il y a des idées qui sont intéressantes. Mais effectivement, donc aujourd'hui, on nous dit voter le bloc Macron, c'est voter utile. Bon, oui, bah, effectivement, parce que si on a 3 blocs, dont on ne sait pas trop ce que c'est, donc il faut d'abord voter pour voir ensuite, voilà. Ensuite, on a un bloc donc qui a des politiciens controversés comme Mélenchon et d'autres, j'en passe. Un bloc qui fait des promesses dignes d'un système communiste. Effectivement, bah, il reste le 3e bloc, bah oui, c'est le vote utile, sauf que le problème, c'est qu'en France, ça fait quand même 30 ans qu'on vote utile, et là, ça commence un peu à bien faire. Donc, voter utile, c'est légitimer l'inaction, hein, c'est légitimer le pourrissement de l'État, c'est légitimer le fait de se voiler la face, donc moi, ça me pose un problème clair de voter utile. Mais surtout, moi, cette élection me pose un problème grave, parce que, en fin de compte, on fait beaucoup de brouhaha pour rien. Pourquoi pour rien? Parce qu'en fin de compte, cette élection ne changera rien du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ces parlementaires? Eh bien, ce qui va probablement se passer, c'est que Emmanuel Macron va essayer de construire une majorité avec qui voudra bien travailler avec lui. Tout porte à croire que le Premier ministre du nouveau gouvernement, ce sera François Hollande. Bon, si l'ancien président de la République est candidat, c'est pas pour rien. On peut imaginer qu'il y a un plan qui est derrière. Bon, je comprends bien que l'idée, c'est aussi un peu de légitimer le Front Populaire, mais le fait est que, bon, je pense que s'il n'y avait pas un plan politique derrière, il ne serait pas candidat. Donc, voilà, 2 options. Soit il réussit à construire une majorité avec Ensemble pour la République, donc le camp présidentiel, peut-être une partie du Front Populaire, parce qu'on peut supposer qu'il va se fissurer après les élections. Peut-être bien quelques personnes de diverses droites et des députés indépendants. Peut-être que les gens de l'IO voudront adhérer. Mais le fait est que donc, soit il arrive à construire une majorité, donc là voilà, il aura un gouvernement, soit il n'arrive pas, et du coup on aura un gouvernement qui n'aura pas de majorité absolue, voire une majorité relative. Mais la pathologie du système français de la Ve République, c'est qu'en fin de compte, un président n'a pas besoin du Parlement. Et que même si Emmanuel Macron n'a pas de majorité, on l'a bien vu pendant 2 ans, il peut très bien gouverner avec le 49-3, ce qui pour moi est clairement pathologique, c'est une pathologie de la démocratie. Mais le système français, la Ve République fonctionne ainsi, donc finalement, quoi qu'il arrive, on aura un gouvernement qui sera macroniste près d'Emmanuel Macron, donc il n'y aura pas de cohabitation, c'est sûr, donc il n'y aura pas de RN, à Matignon. De toute façon, tout le monde est bien conscient des sondages, hein. On voit clairement que les sondages ne donnent la majorité à personne, donc personne n'aura la majorité absolue. Donc on aura un gouvernement soit avec une majorité
construit de tous bords sous le logo Ensemble pour la République, soit on aura un gouvernement qui ne sera pas majoritaire, et voilà, et du coup on aura un Parlement qui tiendra vraisemblablement jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, donc pendant 3 ans. Donc voilà en gros ce qui nous attend, en tout et pour tout, et en fin de compte, c'est bien triste parce que cette élection-là n'apportera absolument rien. Elle ne changera rien, elle n'apportera rien. Alors pourquoi cette élection a lieu? Bien parce que donc Emmanuel Macron est à la recherche d'une légitimité démocratique. Effectivement, donc il était menacé de manifestations, de soucis au Parlement, puisque donc, le RN menaçait de lancer une motion de censure contre le gouvernement, peut-être qu'il se sera lié avec la NUPES, peut-être qu'ils auraient réussi à trouver quelques députés indépendants, et peut-être que le gouvernement Attal serait finalement tombé. Donc la meilleure chose à faire pour Emmanuel Macron, c'était de dissoudre. Voilà. Le fait est que c'est une vraie fausse démarche démocratique, parce que si Emmanuel Macron voulait vraiment rechercher une majorité, il aurait changé la loi électorale déjà pour commencer. On serait passé dans un scrutin mixte, par exemple. Alors, le président de la République en a parlé plusieurs fois, donc il ne l'a jamais fait. Le fait est que le système, donc la loi électorale qui est en vigueur en France, c'est un système qui a été bâti, qui a été construit pour un système bipartisan. Alors que le système bipartisan en France, il est fini. Aujourd'hui, on a plusieurs partis, donc c'est plus, ce système ne se défend plus, en fin de compte. Ensuite, c'est pas depuis hier qu'on dit que le système de scrutin uninominal à 2 tours, c'est un scrutin qui fait que la moitié des Français ne sont pas représentés. C'est un fait. Dans la mesure où les Français votent plutôt pour un logo que pour une personne, parce que la plupart des Français ne connaissent pas leurs députés, le fait est que un scrutin proportionnel serait plus approprié. Mais bon, on n'a pas changé de loi électorale, donc c'est finalement une vraie fausse démarche démocratique, sachant que, comme je le disais, après ces élections, rien ne changera, en fin de compte. Et c'est bien triste, parce que la France a besoin de changement, elle a besoin de réformes, mais de réformes en profondeur, et pas des petites démarches cosmétiques comme sont ces élections parlementaires. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en fin de compte, aucun bloc qui est en course aux parlementaires ne touche au vrai fond des problèmes. Donc finalement, on a un débat très politicien, on a des promesses électoralistes, on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, hein, donc, puisqu'on a constaté avec les sondages, donc il y a 3 choses qui intéressent les Français, c'est le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité. Puis on va leur faire des propositions sur le pouvoir d'achat, donc on va leur promettre monts et merveilles, on va leur promettre plein de sécurité et pas d'immigration du tout. Et c'est bien dommage parce qu'on refuse de communiquer avec les Français, on refuse de leur dire les choses, et on devrait. Parce que la crise de la France est profonde et elle est à multiniveau. Et aujourd'hui, la France, ce dont elle a besoin, c'est d'une nouvelle constitution, mais pas d'une nouvelle assemblée. Ça, il faut dire les choses clairement. D'une nouvelle constitution, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est grand temps de renégocier les rapports du citoyen à l'État et de l'État aux citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui a une façon très étatique, certains disent même communiste, de fonctionner, un État qui décide de tout et pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce dont l'État français a peur le plus, c'est de la démarche citoyenne. Et c'est bien dommage parce que le citoyen aujourd'hui, bon, il peut voter dans des élections parlementaires qui sont moyennement démocratiques. Donc il peut voter au présidentiel donc, une fois tous les 5 ans, donc il peut voter aux élections locales, mais ça ne porte pas grand-chose aujourd'hui. Il n'y a pas de participation directe à l'exercice du pouvoir et c'est fort dommage. Il y a eu l'initiative, donc le RIC, ce qu'on appelle le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Donc là, les politiciens, ça leur plaît pas des masses parce que ça donnerait plus de pouvoir aux citoyens. Et aujourd'hui, la Ve République, qui a déjà été construite par un général, hein, il faut quand même le rappeler, elle a été construite par un général dans un objectif simple, hein, c'était de stabiliser le système, point barre. Mais il y a des éléments qui sont très antidémocratiques. Alors comment c'est possible que dans une démocratie parlementaire, donc la France est une démocratie parlementaire, hein, même si c'est un système présidentiel, ça reste quand même un système parlementaire. Comment c'est possible qu'un président puisse gouverner sans avoir de majorité à l'Assemblée nationale? Enfin, c'est quand même pathologique. Aujourd'hui, le gouvernement français, c'est plus une administration, donc c'est plus un système à l'américaine. Mais même le président américain n'a pas autant de prérogatives que le président français. C'est pathologique. On est carrément hors check and balances dans le cadre des 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. On a un pouvoir exécutif qui surplombe tous les pouvoirs et c'est pas normal. C'est un système qui demande à être amendé. Alors on devrait vraiment passer dans un vrai système parlementaire, surtout qu'il y a l'attente des Français, plus de démocratie. Donc un système ou un gouvernement
quel qu'il soit, s'il veut pouvoir gouverner, doit obtenir au moins un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Enfin, ça me paraît être le strict minimum. En France, un gouvernement n'a pas besoin d'avoir un vote de confiance des députés, donc il n'y a pas besoin de majorité, et ça c'est pathologique, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, le système français, la Ve République, il a vécu. C'est un système d'un autre temps, qui ne correspond plus du tout à notre époque. Aujourd'hui, les citoyens attendent de pouvoir participer, d'être consultés, et c'est un système qui ne consulte personne. Quand le président a décidé quelque chose, il le fait contre mon émerveil, contre raison, contre tout. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Manifestation, etc. Opposition, syndicats, rien du tout. Et ça, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, moi, il me semble qu'il y a des changements à faire très clairement au niveau constitutionnel, qu'il faudrait qu'on sorte de ce système présidentiel qui rappelle plus une monarchie qu'une république, parce que finalement, aujourd'hui en France, quand on observe un peu les cérémonies, on est plus dans une monarchie que dans une république. On pourrait me dire que dans un empire, parce qu'on a l'impression que Emmanuel Macron, c'est plus un empereur qu'un président. Alors toutes les conventions internationales se passent à Versailles. Enfin non, enfin, c'est pas très normal. Enfin, alors soit on est en monarchie comme les Britanniques qui ont le dit, soit en république et on se comporte comme des républicains et en républicains. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un monarque et un président. Et moi, j'ai l'impression que ça, en France, on a un peu de mal à faire la différence. Dans tous les cas, aujourd'hui, la France a besoin d'une nouvelle constitution. Une 6e République, ça c'est un fait. On a besoin d'un rééquilibrage des pouvoirs. On a besoin de remettre le citoyen au centre de la République. On a besoin d'une vraie République et pas d'une République hybride, donc un système entre monarchie et République. Et ça demande une nouvelle constitution. Ensuite, en France, il faut renégocier le contrat social. Enfin, je veux dire, le modèle socio-économique français, il a vécu, hein, il est plus tenable. Je le répète, 120% de dette publique, enfin 120% du PIB de dette publique, c'est énorme. Alors, continuons comme ça encore un petit peu, on va se retrouver en faillite, on va se retrouver à voir le sort de la Grèce en pire. Donc aujourd'hui, c'est fini. Enfin, je veux dire, l'État-providence à la française, ça ne marche plus, c'est terminé. Donc aujourd'hui, il faut revoir tout l'État social. Il faut être clair avec les gens. Il faut leur dire clairement qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de payer, à l'État social à ce niveau-là. Donc il y a des choses à revoir. Après, l'État aussi doit faire des économies. Moi, quand j'entends que l'entretien de l'Élysée annuel coûte 2 fois plus que l'entretien de la Maison-Blanche américaine, enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. On a une administration qui est très lourde, qui est très coûteuse. On a des institutions qui servent à rien, comme le Conseil économique et social. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix. Soit on est en période d'austérité, donc il faut faire des économies, soit on est crésu si on dépense de l'argent, mais la France, c'est plutôt dans le premier cas de figure qu'elle se situe. Donc aujourd'hui, l'État aussi doit se repenser. Et si aujourd'hui on doit en plus se réarmer parce qu'on a une menace extérieure, si on doit veiller à notre sécurité aussi intérieure et ça coûte aussi de l'argent, à un moment donné, il faut quand même faire des économies, à un moment donné, il faut quand même faire des choix. Que ce soit la fonction publique, que ce soit la politique, que ce soit les institutions, que ce soit l'État lui-même. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a un État français qui est impayable. Et c'est pas normal. Donc non, aujourd'hui, il faut repenser ce modèle de fonctionnement qui est d'un autre temps. Après aussi, il faut un peu poser les choses à plat à un moment donné. Et il faut comprendre qu'en France, il y a un grave souci, c'est que le travail ne rapporte plus rien. C'est qu'en fait, il vaut mieux vivre du social que du travail. Et ça, c'est une pathologie grave. Et ça vient de quoi? Ça vient de la fiscalisation, ça vient des charges salariales. Je veux dire, moi, on me dit souvent, en France, on gagne peu. C'est pas qu'on gagne peu en France, c'est qu'en fait, l'État vous prend tout. Donc en France, ce qui vaut mieux, c'est de ne pas travailler du tout, c'est de vivre du social. Parce que quand vous travaillez, on va vous fiscaliser, on va vous imposer, et on va vous décourager d'aller travailler. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, en France, il y a plus de système basé sur la méritocratie. Quelqu'un va à l'école, il travaille bien à l'école primaire pour ensuite travailler au collège, aller au lycée, avoir une mention bac, faire des études, mais il fait des études pour avoir un travail ensuite. Et si aujourd'hui l'idée en France, c'est de se dire que bon, le travail, ça paye pas, et qu'en gros, il vaut mieux vivre du social que d'aller travailler, ben c'est pas normal. C'est un système qui se retrouve à être complètement pathologique. Et moi, quand j'entends des gens du Front populaire qui me disent « Ah oui, on va faire marche arrière sur la réforme du RSA,
et on ne va plus conditionner le RSA à quelques heures de travail. Mais est-ce que vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, qu'il y a des gens qui sont complètement à l'ouest, qui savent plus ce que c'est le travail? Enfin, non, moi, je veux dire, c'est pas normal. Alors, on a une France du non-travail et une France des classes moyennes qui travaillent, qui payent pour le non-travail. Alors, c'est pas normal. Le social devrait être là pour soutenir les gens, justement, à se remettre sur pied, dans l'optique aide-toi toi-même, et à partir de là, l'État va t'aider. Effectivement, il faut aider ceux qui en ont besoin, la solidarité, c'est nécessaire, mais il ne faut pas subventionner le rien-foutisme. Enfin, je veux dire, en France, on est arrivé dans un système où, pour avoir la paix sociale, on subventionne le rien-foutisme. C'est pas normal. Et combien de temps ça va durer? Combien de temps on va pouvoir le payer? Et en plus, on a un bloc politique qui est crédité d'être deuxième dans les sondages, qui dit en fait c'est bien, comme ça on va en faire encore plus, donc on va encore encourager le rien-foutisme en subventionnant ceux qui ne travaillent pas. Non mais c'est complètement dingue. Aujourd'hui, il faut changer ce système. Après aussi, ce qui est scandaleux en France, c'est que non seulement travailler, ça devient plus rentable, mais aujourd'hui, on va aller pénaliser ceux qui ont réussi quelque chose. Alors quand vous possédez un bien immobilier, on vous traite comme un criminel, une vache à lait. Et Emmanuel Macron qui se vante d'avoir aboli la taxe d'habitation, qui est super, mais le président, j'ai l'impression qu'il ne voit pas à quel point les taxes foncières ont flambé. Et aujourd'hui, un propriétaire qui a un bien immobilier quel qu'il soit, il a souvent plus les moyens de payer la taxe foncière. Alors, c'est gentil de dire, ok, on va abolir les frais de notaire pour les primo-accédants au logement, super, mais il faudrait peut-être aussi faire en sorte qu'ensuite, les primo-accédants au logement aient les moyens de pouvoir entretenir leur logement. Bon, la fiscalité, aujourd'hui, elle est énorme. On va aller pénaliser tous ceux qui sont arrivés à avoir quelque chose. Enfin, c'est quand même pas normal. Ça, c'est du communisme, hein. C'est pas du capitalisme, ça, hein. Ensuite, on a un État qui se désintègre. Enfin, je veux dire, on voit clairement une communauté nationale qui se désintègre, et ça aussi. Enfin, est-ce que quelqu'un peut dire en toute honnêteté qu'il n'y a pas de souci d'immigration en France? Est-ce que quelqu'un peut dire en toute honnêteté, en toute bonne conscience, qu'il n'y a pas de souci d'intégration des minorités, qu'il n'y a pas de communautarisme? Si, il y en a. Enfin, et c'est pas du racisme de le dire. Si, il y en a. Vous sortez dans la rue, vous le voyez, il y en a. Donc, c'est pas du fascisme de le dire, c'est un fait. Alors, on a besoin des immigrés. Moi aussi, je suis immigré. Moi, je suis un Français d'adoption. Je m'appelle Zbigniew Stefanik. Je suis arrivé, à la base, j'étais polonais. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans en France avec ma mère. Je suis un Français d'adoption. Je lui dois tout à la France. Elle m'a tout donné. Une école. Je suis non-voyant. Elle m'a donné une école pour non-voyants. Elle m'a donné un taxi pour y aller. Moi, j'ai toujours dit que je suis reconnaissant, non seulement envers la France, mais en plus envers tous les gouvernements, tous les présidents qui sont au pouvoir en France depuis François Mitterrand, parce que nous sommes arrivés en 1989, le 17 juin 1989 pour être exact. Mais le fait est que mes parents se sont intégrés, mes parents ont appris le français, ils ont travaillé dur, ils ont travaillé très dur pour construire une maison. Ils ont construit une maison et c'est leur mérite. Et ils se sont intégrés, ils ont payé les impôts. Moi, quand je vois ce qui se passe, moi, je ne vais même pas rentrer dans les détails parce qu'on on va me censurer la vidéo, mais oui, il y a du communautarisme. Enfin, quelqu'un qui dit qu'il n'y en a pas, soit il se voile la face, soit il est malhonnête, c'est tout. Donc oui, il faut y remédier. Oui, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Oui, c'est pas normal que quelqu'un vive en France qui ne parle pas le français. C'est pas normal qu'on écrit en France des zones exterritoriales. Et en plus, avec l'Internet, les réseaux sociaux, ça renforce, puisque moi je le vois clairement. Je vois des gens qui vivent sur WhatsApp, qui vivent sur Messenger, ils discutent avec leur téléphone, leur iPad, etc., etc. Ils parlent pas un mot de français, vivent en France, ils parlent pas un mot de français. Donc en gros, ils sont là physiquement, mais pas en esprit, c'est pas normal. Donc oui, à un moment donné, il faut mettre les hauts là. Et c'est pas du racisme que de dire ça. Mais d'un autre côté, il faut aussi bien comprendre qu'on a besoin des immigrés, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes clairs dans pas mal de branches, on a plus de main-d'œuvre, on a un souci démographique, c'est un fait, hein. Ça va pas aller en s'améliorant, donc on a besoin des immigrés. Et si quelqu'un dit que c'est pas vrai, il est à l'ouest. Mais il nous faut une immigration contrôlée, une immigration qui serve à renforcer le marché du travail. Et ça, c'est pas du racisme que de le dire. Il y avait un texte de loi qui était très intéressant, qui n'est pas passé finalement, c'était métier en tension.
c'est de dire clairement dans quelle branche on fait venir des gens, des gens hors UE. Ouais, je vois pas en quoi c'était raciste, enfin. Et moi, qu'en plus j'entends dire des gens du Front Populaire qui veulent encore créer une autre notion, la notion d'immigré climatique, mais enfin, voilà, enfin, à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc oui, les flux migratoires, ils existeront toujours tant qu'il y aura de la pauvreté, tant qu'il y aura de la misère, de la guerre, il y aura de l'immigration, et c'est normal. Moi-même, je suis immigré, et comme je dis, je suis un Français d'adoption, mais après, on est en droit d'attendre d'un immigré, déjà qu'il respecte le pays où il se trouve, et ensuite qu'il rende un peu de ce qu'il a reçu. La France, elle a beaucoup donné, elle n'a pas reçu, elle a pas reçu grand-chose de beaucoup de gens qui sont arrivés ici. C'est un fait, c'est pas de racisme, c'est pas du racisme, c'est un fait. Et ça, il faut que ça change. Mais c'est pas en étant anti-immigré que ça va changer. Il faut poser clairement les choses. Il faut mettre en place un certain nombre de lois qui changent ça. Et s'y tenir, être ferme. Donc, mais c'est pas en allant attaquer les immigrés en disant tous les immigrés sont mauvais. Non, les immigrés sont pas mauvais. Les immigrés sont comme tout le monde. Il y a des gens bien, des gens moins bien. Maintenant, on a trop laissé faire pendant des années. On n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu entendre. Pourquoi? Parce que la misère, la violence, elle se concentrait dans les banlieues, donc il suffisait de pas y aller pour pas la voir. Maintenant, tout ça, ça s'est déversé dans les villes, dans les rues. Donc on peut plus dire qu'on voit pas. Mais aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas un souci de communautarisme en France, dire qu'il n'y a pas un souci de manque d'intégration, ben c'est se voiler la face, c'est mentir. Après, un souci donc, qui est inhérent à celui-ci, c'est un souci d'ascenseur social. C'est qu'aujourd'hui, l'ascenseur social français ne marche plus. Et qu'en gros, on a un système de caste. Quand vous venez d'une famille immigrée, quasiment impossible de grimper les échelons. Moi, je ne connais pas beaucoup hein, des médecins, des avocats, des notaires qui viennent de familles immigrées. Hum, la plupart de mes amis, les gens avec qui j'ai été élevé en France, donc des Polonais, sont rentrés en Pologne parce qu'ils n'arrivaient pas à grand-chose en France. En France, on a un système de caste. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est monarchique, pas républicain. Vous êtes fils de médecin, fils d'avocat, bon bah voilà, vous serez fils d'avocat, fils de médecin, vous serez médecin-avocat. Mais quand vous êtes fils d'immigré, ben, vous serez fils d'immigré. Quand vous êtes non-voyant, ben, vous serez non-voyant. Et vous devez vous atteler à des tâches qui sont prévues pour votre groupe. Et ça, c'est pas normal. C'est pas comme ça que ça marche en République. Donc il faut réparer l'ascenseur social en France. Il faut que quelqu'un ait vraiment le ressenti, le vrai ressenti, de dire que voilà, je vais bosser, je vais taffer, je vais me donner du mal, et en contrepartie, je serai payé de retour. Je vais y arriver, j'aurai une chance d'y arriver. Mais quand vous dites, moi je viens de Strasbourg, donc vous êtes élevé dans la zone, dans une ZEP, bah, votre vie c'est la ZEP, et de toute façon vous n'en sortirez jamais. Bah, enfin, c'est pas forcément l'idéal pour encourager les gens à essayer de s'en sortir. Donc oui, en France, il faut redonner une place à la méritocratie. Et ça, c'est une condition absolument incontournable pour faire remarcher un ascenseur social. C'est pas normal qu'il y ait comme ça des groupes de privilégiés qui héritent en quelque sorte leur statut. Ça, c'est de la monarchie, c'est pas de la République. Et ça, il faut que ça change. Donc, c'est indispensable pour, même pour le pays, parce qu'aujourd'hui, euh, comment voulez-vous développer le pays et être concurrentiel si on a un système de caste où c'est pas vos réelles compétences qui comptent, mais vos origines, donc c'est pas très normal. Après, il faut aussi bien voir que la France est en période de déclassement. Je veux dire, c'est sûr, ça c'est un fait, et c'est pas être zémouriste, être efféministe ou quoi que ce soit de le dire, que le pouvoir d'achat des Français et leur santé économique, en quelque sorte, s'est dégradée depuis 30 ans. Ça, c'est un fait. Et ça concerne quasiment toute l'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'en gros, si on compare à 30 ans, on a perdu au pouvoir d'achat environ 30%. Et ça, ce sont les statistiques, c'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est pas Zemmour ou Zbigniew Stéphanie ou Marine Le Pen ou quiconque, c'est un fait. Donc aujourd'hui, la France a besoin de se réindustrialiser, ça c'est un fait. Enfin, ça c'est, on peut pas continuer comme ça, à être dépendant dans un système globalisé de la Chine ou de l'Inde. Et après, moi, quand d'un côté, on me dit, et j'y souscris complètement, que la France doit être réindustrialisée, c'est un fait, c'est urgent. D'un autre côté, on me dit qu'il faut respecter les émissions d'effet de serre, qu'il faut combattre les effets de serre, donc respecter et baisser les émissions de gaz.
Alors j'aimerais qu'on m'explique comment on fait, d'une part pour réindustrialiser le pays, d'autre part pour baisser les émissions de CO2. Enfin, ça me paraît un peu contradictoire. Mais voilà, donc il faut peut-être revenir un peu à une politique rationnelle et de se dire que, ok, la politique écologique c'est gentil, hein, mais le fait est que nous en Europe, on est responsable de 7% des émissions d'effet de CO2, 7% des émissions de CO2 mondiales, et c'est pas nous qui allons sauver la planète. Donc si on veut que ça change, eh bien, il faut déjà convaincre les États-Unis, la Chine, l'Inde, c'est les trois plus gros pollueurs, ensuite la Russie, le Brésil et autres, d'émettre moins de CO2. Mais c'est pas en nous mettant une corde sous le cou qu'on va réussir à y arriver. Aujourd'hui, on est en déclassement aussi à cause de toutes ces normes écologiques qui sont complètement insensées. Ça concerne l'agriculture, ça concerne notamment ce qui a été mis en place, là, donc la reprise, la remise en œuvre de la biodiversité, ça concerne toute la révolution électrique, etc. Bon, les voitures électriques, c'est fait pour qui? Qui a les moyens de se les payer? Enfin, voilà, et toutes ces normes écologiques, donc les directives concernant donc, les nouvelles constructions, dans tout ça, c'est complètement déraisonnable. Donc, à partir de là, il faut se dire clairement que, bon, soit on revient à une politique raisonnable enfin, en France et au sein de l'Union européenne, soit le déclassement, ben, non seulement on y est, mais on va y être encore plus. Après, moi, quand j'entends dire les gens, l'Europe, c'est la cause de tous les malheurs. Alors oui, il y a des décisions qui sont insensées qui sont prises à Bruxelles, ça c'est un fait, ça, complètement d'accord. Le fait est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de grands ensembles régionaux. Et il faut se dire les choses clairement, la France n'est plus un empire colonial, la France n'est plus un empire tout court, la France est tout au plus une puissance régionale, une puissance moyenne, si quelqu'un préfère. Donc aujourd'hui, si on veut s'en sortir, ben, il faut qu'on s'intègre. Donc on a besoin de l'Union européenne, on a besoin de la puissance industrielle allemande, on a besoin des pays de l'Est, on a besoin du potentiel humain, on a besoin de tout le potentiel que peut donner le continent européen, parce que nous, ici en France, on n'y arrivera pas tout seul. Donc oui, l'Europe, il faut clairement la réformer. Il faut réformer les institutions. Il faut combattre le lobbyisme au sein de Bruxelles, il faut combattre la corruption, il y en a. Il y en a même beaucoup. Il faut combattre l'ingérence étrangère, il y en a même beaucoup. Mais c'est pas en désintégrant l'Europe qu'on va y arriver. C'est absolument pas le chemin qu'il faut prendre. Non, il faut s'intégrer encore plus, mais dans la bonne direction. Il faut faire les bons choix, c'est tout. Des choix qui sont libres du lobbyisme, de la corruption et des idéologies. Moi, j'ai l'impression que pas mal de gens qui se disent pro-européens, ils sont prisonniers de leur idéologie et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc moi, j'ai donné quelques exemples de choses qui sont à changer, là tout de suite maintenant. Le problème, c'est que de toutes ces choses, on n'en parle pas dans la campagne électorale. Et le problème, c'est qu'aucune de ces choses ne changera le 8 juillet, donc au matin, quand on apprendra les résultats définitifs des élections parlementaires. Et aujourd'hui, soit les politiciens en France arrivent à la conclusion inévitable qu'il faut changer de régime, qu'il faut changer de système, qu'il faut changer de constitution, qu'il faut un nouveau contrat social, qu'il faut un nouveau rapport entre le citoyen et l'État, donc le rapport du citoyen à l'État et de l'État au citoyen, qu'il faut une nouvelle donne en fin de compte à tous les niveaux dans l'État français, eh bien la situation va pourrir, qui que ce soit au pouvoir, la situation va continuer à pourrir, et finalement ces changements, ils se feront, mais ils se feront par la voie des émeutes, des manifestations, voire un climat révolutionnaire. On en a eu un peu un avant-goût avec les Gilets jaunes, et ça n'a pas apporté des masses de bonnes choses, hein, parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et ça n'a servi à pas grand-chose. Il faut aussi que la classe politique comprenne qu'ils n'ont pas, qui sont pas omni-savants, et qu'aujourd'hui, s'ils sont là où ils sont, c'est qu'ils représentent les citoyens. Donc il faudrait un peu qu'ils se remettent aux citoyens, et qu'ils laissent le citoyen aussi participer au pouvoir. Et moi, j'ai l'impression que finalement, tous les politiques ont un grand mépris du citoyen. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est le cas, pourquoi? Parce que le système leur permet. On a un système, finalement, où les politiciens peuvent vivre pour eux et par eux. Le citoyen le finance. C'est un système, effectivement, qui continue de marcher, de s'alimenter. Mais combien de temps il va marcher comme ça? Ben, pas très longtemps. Donc aujourd'hui, il faut se dire clairement que ce n'est pas en faisant des mesurettes, et en faisant des petites réformettes, et en faisant des petites élections parlementaires,
en se battant pour savoir qui va avoir la majorité, qui n'aura pas la majorité, etc., etc., qu'on arrivera à réformer le pays. C'est pas ça, c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne méthode. Et soit la réforme se fera d'en haut, soit elle se fera d'en bas. Si elle se fait d'en bas, il y aura du grabuge, il y aura des dégâts, il y aura du bobo. On peut éviter ça, mais il faudrait que les politiciens y mettent un peu du sien. Maintenant, il n'y a pas que les politiciens, je le dis clairement. En France, il y a plein de gens qui ne mettent pas du leur. Il faut bien comprendre qu'en France, il y a une mentalité, moi, qui me choque, c'est de dire, voilà, on attend de l'État, que l'État fasse. Et c'est pas à l'État de tout faire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le citoyen doit se dire aussi, on est en situation de crise. Eh bien, quand on est en situation de crise, eh bien, à un moment donné, bah, il faut aussi qu'on soit prêt à faire des concessions. Moins de social, travailler plus longtemps. Voilà. D'autres choses. Donc aujourd'hui, il faut un consensus, un véritable consensus pour une véritable réforme. Mais le problème, c'est que moi, l'impression que j'ai, c'est que les politiciens ne veulent pas réformer quoi que ce soit, parce que bon, finalement, les alimentaires de la politique s'en sortent très bien. Les citoyens attendent plus d'argent, mais ils n'ont pas compris une chose, c'est qu'en fait, oui, c'est bon, c'est bien, on peut même leur donner le SMIC à 1600 euros, sauf que ça va créer de l'inflation. Et quand ça crée de l'inflation, et ben, l'argent vaut de moins en moins. Donc ceux qui auront 1600 euros en SMIC, finalement, ils auront peut-être 700 euros. Parce que la seule façon de parer aux promesses électoralistes du Front Populaire et du RN également, c'est de faire marcher la planche à billets. Alors déjà, c'est pas autorisé par Bruxelles, hein, parce qu'on est quand même tenu par des éléments de rigueur dans le cadre de la zone euro. Et ensuite, c'est pas en faisant marcher la planche à billets qu'on arrive à quoi que ce soit. Donc non, c'est pas la solution. Donc le citoyen, lui aussi, doit comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il fasse des concessions, qu'il faut qu'il soit raisonnable. Donc, pour finir, une chose qui est claire pour moi, c'est que ces élections parlementaires, il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on ne pose pas les vraies questions, et du coup, on ne trouvera pas les bonnes réponses. On refuse le vrai débat, on se cache derrière le politiquement correct, on se cache derrière des dogmes, des slogans, la lutte contre les extrêmes, etc., etc. Tout ça pour ne pas voir les vrais problèmes. Et des vrais problèmes, il y en a beaucoup. La France va droit vers le mur, et le problème, c'est que les politiciens font comme si c'était pas le cas. Donc oui, il faut aller voter. Il faut toujours aller voter. Mais malheureusement, c'est pas en allant votant le 30 juin, le 7 juillet, qu'on va changer quoi que ce soit. Alors moi, je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit voter. Moi, je voterai. Euh, Chacun de voir ce qu'il vote, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut rester raisonnable. Et que surtout, la façon de faire ou de dire, bon ok, allez, je tente. Eh bien, vous savez, il y a plein de gens qui ont tenté, et c'est comme ça qu'il y a eu l'Allemagne nazie. Il y a plein de gens qui ont tenté, il y a eu des régimes autoritaires qui se sont mis en place. Alors attention, je ne compare pas du tout le RN au nazisme, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Je dis tout simplement que moi, voter d'abord et voir ensuite, non, ça ne me convient pas. Je dis que je ne vote pas pour les démagogues, je ne vote pas pour les promesses qui sont pas tenables, parce que si le Front Populaire devait tenir un dixième de ses promesses, et ben la France serait en état de faillite dans 5 ans. Voilà. Donc, oui, c'est sûr, le choix est dur, mais à chacun de voir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut être raisonnable ou est-ce qu'il veut être déraisonnable? Et en étant déraisonnable, c'est pas comme ça qu'on aidera le pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, merci d'avoir écouté cet enregistrement, ma prise de position. Je tiens encore une fois à rappeler que je ne suis pas du tout lié à un quelconque parti politique. Je suis journaliste indépendant. Donc je ne fais la campagne de personne, absolument de personne. Le fait est que, bon, c'est sûr qu'un journaliste a un devoir de réserve, et ça, j'essaie de m'y tenir souvent. Mais après, il y a le citoyen aussi. Et donc le citoyen, il doit prendre position, parce que c'est son pays. Moi, je suis français d'adoption, mais j'aime la France. C'est mon pays. Et j'aimerais lui donner au moins un petit peu de tout ce qu'elle m'a donné. Donc je suis non-voyant. Ma seule façon de pouvoir participer, pour l'instant, c'est ces enregistrements, donc apporter quelque chose au débat. Donc voilà, c'est... Mais j'estime que quand on est citoyen, bon, il y a quand même des devoirs. Donc c'est pas l'État. L'État te doit rien du tout. Comme disait Kennedy, ne demande pas ce que l'État peut faire pour toi, demande ce que toi tu peux faire pour ton pays. Voilà. Et moi, ce que je peux faire pour mon pays, c'est de dire attention,
On est dans un hors-sujet, le pays a besoin de réformes profondes. Ce n'est pas des élections parlementaires sur le modèle qu'a proposé le président de la République qui vont changer grand-chose. Et c'est contre personne, je dis ça contre personne. Je ne suis contre personne et je n'appelle pas à voter contre qui que ce soit. Je dis ça pour la France, je dis ça pour les Français, je dis ça pour nous, pour notre pays. Parce que soit on va arriver à prendre des bonnes décisions, et ça il faut que chacun y mette du sien, soit on n'y arrivera pas, on laisse pourrir la situation et on va continuer à être en déclassement. Mais ça c'est pas le pire, c'est qu'on va finir par arriver à des émeutes, on va arriver à des manifs, on va arriver à un climat de révolution. Et les révolutions, elles n'ont jamais apporté quoi que ce soit de bon. Donc j'espère que les politiciens se réveilleront à temps, et j'espère que les gens se réveilleront également à temps pour être conscients du fait que pour que les choses aillent mieux, il faut que chacun y mette du sien, il faut que chacun y mette un peu de bonne volonté. Merci à vous, merci du temps que vous avez consacré à cet enregistrement, je vous invite à bien vouloir le liker pour ceux qui estiment qu'il a une quelconque valeur. Je vous dis à bientôt, à très bientôt.